Guiraud est l'inventeur d'une esthétique qui considère non pas deux termes pour rendre compte des œuvres d'art ou de l'art en général. Ces deux termes étant le sens, le registre du sens ou de la signification, le contenu en quelque sorte, et l'autre, la forme, c'est-à-dire le contenant. À la place de la forme, il parle des formes. Et il rajoute un troisième registre à celui du sens, à celui des formes. Il rajoute un registre des forces. Et ces forces sont les résultantes d'interactions entre les divers éléments constitutifs d'une œuvre d'art. Et dans le cas de la peinture, il y en a énormément. Et même si le peintre ne sait pas, n'intellectualise pas le fait est que à chaque fois qu'il pose une couleur ou un trait ou une forme sur son tableau, il a en fait réglé ou obéi ou tenté de régler son geste en fonction de 14 paramètres différents, lesquels rendent compte d'une surface, c'est-à-dire d'une étendue, de la forme de cette étendue, de sa direction, du lieu exact où elle est placée, de son intensité en termes de luminosité, de sa tonalité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ne rend pas la chose plus simple, mais les interactions entre des éléments aussi divers que, par exemple, la couleur et la forme, ce sont des éléments qui sont d'une autre nature, peuvent être étudiés. Et ce qui est étudié en particulier, c'est dans quelle mesure des harmonisations et des contrastes créent des tensions que Guiraud appelle des forces. Et à ce discours-là, je pouvais adhérer pleinement. Et j'ai été très agréablement surpris de l'étude qu'il a fait de ce que je fais. D'abord parce que nous avons visité une première exposition, de mes expositions ensemble. Il connaissait ma peinture avant cette exposition-là. Mais celle-là, c'était en 1990 à l'autre musée. Et il m'a décrit mes peintures comme s'il les avait peintes lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de malentendu sur ce qu'il voyait. Il voyait bien dans quel ordre j'avais fait les choses, il voyait bien dans quel but, et probablement il le voyait mieux que moi, parce qu'à vrai dire, moi-même, quand je peins, je ne pense absolument pas. J'obéis à des réflexes perceptifs que j'ai appris à connaître et à parfaire, évidemment. Mais il se trouve que ces réflexes sont précisément le nœud des études de Guiraud. Et c'est le nœud des études de Guiraud parce que si on peut analyser les œuvres ou les artefacts ou les œuvres au niveau de ce qui est mis en œuvre entre elles, à l'intérieur d'elles, donc les forces qui s'y exercent, de revenir dans ces forces jusqu'au mécanisme des automatismes perceptifs, on peut alors montrer et comprendre comment c'est le corps tout entier qui réagit à ces informations globales et pas juste le cerveau ou l'intellect ou le mental qui décortique et qui analyse tel morceau plutôt que tel autre et s'enferme dans le détail au lieu d'encaisser en vrac la chose faite, l'œuvre si vous voulez. Maintenant, venons-en à l'induction. Donc parce qu'il disait dans ces trois registres, on comprend bien que le sens est induit. C'est-à-dire que si dans une imagerie, vous avez une bonne femme, les seins nus qui montent sur une barricade avec un drapeau français de la République, et on comprend
que, bien que ce soit ridicule, que c'est la liberté qui guide le peuple. Et il y a Gavroche à ses pieds, il y a déjà des cadavres sans doute sur la barricade. Bref, le sens peut être induit par l'image. L'image peut induire du sens. C'est une induction. On a accumulé des éléments qui permettent de déduire un sens particulier, précis, qui traduit une volonté de communication. Les forces dont j'ai parlé longuement, mais pas suffisamment, j'espère avoir été compris, c'est-à-dire les interactions entre les divers facteurs très différents mis en jeu simultanément à l'intérieur d'une peinture, mais en réalité dans la musique, dans la littérature, c'est le même problème. Donc ces forces sont susceptibles, s'il est question d'une œuvre d'art en tout cas, sont susceptibles d'induire une énergétique, c'est-à-dire un espace-temps. Alors, qu'est-ce que c'est un espace-temps? Imaginez que vous entendez les variations Goldberg de Bach, par exemple, pour prendre quelque chose de très simple, joué par un génie, par exemple Gould, pour prendre quelque chose de très simple. Il est possible et même probable, si vous voulez bien écouter, que vous n'entendiez plus la succession des notes, c'est-à-dire la mélodie, qui n'est pas essentielle dans cette musique, mais que vous soyez immergé dans un temps ou un espace, un volume sonore dans lequel vous perdrez la notion de la succession. Vous serez dans un espace. Et d'ailleurs, quand le morceau sera fini, il est possible que vous restiez un temps dans cet espace-là. Eh bien, imaginez que la peinture qui pourrait être de l'espace puisse aussi être du temps, c'est-à-dire que ce soit dans le cas de la musique ou dans le cas de la peinture, qu'au lieu d'avoir une dichotomie ou une opposition entre le temps et l'espace, il y ait au contraire une contraction des deux, que du temps devienne de l'espace ou de l'espace du temps. C'est la qualité que Guiraud attribue à l'œuvre d'art en particulier pour la distinguer d'un artefact, et je suis moi-même tout à fait convaincu par cette distinction qui me semble très claire et à laquelle j'adhère. Il y a donc une induction, l'induction par les forces, par le travail sur les forces mises en œuvre. En fait, créer, c'est mettre en œuvre des facteurs de telle façon que ces facteurs interagissent et produisent une énergétique. Voilà une autre induction. Et donc on a deux registres déjà avec de l'induction. On vient maintenant à au troisième registre, et là, Guiraud affirme, et je le laisse parler, que je suis seul à ce jour. C'est la particularité de ma peinture, c'est en ça qu'elle est novatrice, dit-il, à produire une induction de forme. C'est-à-dire que dans ma peinture, des formes produisent des formes. Je vais les montrer dans un instant, mais pour bien comprendre l'intérêt de la chose, voilà. Il y a dans ma peinture, selon Guiraud, une induction de forme que je vais montrer. Il y a une induction une énergétique, c'est-à-dire que les forces induisent un espace-temps. C'est ce à quoi Guiraud a passé 20 ans à produire une démonstration. Et bien que ma peinture ne porte aucune volonté de sens, d'affirmation d'un sens quelconque. Je veux dire, je peins sans intention aucune. Ma peinture est muette en quelque sorte. Elle n'a rien à dire. Et bien qu'elle n'ait rien à dire, le fait qu'elle produise un espace-temps est en soi significatif de quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote très simple. J'ai eu affaire à un philosophe spécialiste de Merleau-Ponty qui m'a dit que jamais il ne mettrait dans sa maison une peinture qui lui dit de se taire. Ta gueule, il a dit.
Et le même jour, au même vernissage, quelqu'un m'a affirmé que un perroquet s'est tu pendant 3 jours après qu'on ait mis une de mes peintures dans la pièce où il se trouvait. Et j'ai trouvé ça d'une limpidité, le rapport entre le philosophe qui est un intellectuel et le perroquet qui est un animal comme moi et qui a réalisé la peinture. Mais venons maintenant, oui, si vous voulez bien, à l'induction figurale. Alors, le premier texte de Guiraud en 1990 s'appelait Déhiscence. Déhiscence, c'est le terme qui désigne la fracture par laquelle un germe, une cellule, se divise pour la reproduction, c'est-à-dire pour la croissance, par exemple, d'une plante. Mais c'est le même terme, je pense. C'est un terme de botanique, mais je crois que le même terme sert dans toute la biologie. Et je lui avais dit, bon, le terme est magnifique, mais personne ne va comprendre ça. Et je préférais un terme qui décrive le mécanisme ou la fonction, la combinatoire. Ah, il a dit, alors il faut passer par une métaphore, par exemple, le champ figural. Champ dans le sens de... Alors, le champ figural, oui, il me dit figure, tu utilises des figures. Une figure, ça signifie en réalité une forme définie par son contour. C'est ça que veut dire le mot figure en réalité. Il a dit le champ figural, ou si tu préfères, l'induction figurale. Et nous venons à l'induction figurale maintenant. Alors, dans le cas de ce tableau, vous pouvez nous montrer... J'ai pris celui-là parce que c'est limpide. Oui, oui. C'est limpide parce que on verra tout de suite qu'il y a une case carrée, c'est-à-dire une forme qu'on reconnaît très fort. En plus, elle est quasiment blanche, elle est en tout cas très claire. Oui. Et si on veut bien la regarder un instant, on verra très vite qu'elle s'associe à une autre forme quasiment aussi carrée. Aussi carrée, si on pense que, en fait, ce sont tous des rectangles, rien n'est mesuré exactement. Mais enfin, donc, c'est un autre équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, les périmètres de cette première figure carrée ont pu s'additionner au périmètre ou se fondre dans les périmètres d'une partie plus grande. Et c'est possible parce que ma peinture est structurée en gris par la somme, la totalité des périmètres de toutes les figures, de tous les rectangles qui la constituent. Jamais je n'ai tracé ces périmètres. Ils résultent simplement du fait que chaque figure se termine là où commence une autre, là où cette couleur se termine en commence une autre, là où cette couleur se termine en commence une autre, et voilà. Et ce qui s'associe, c'est des choses semblables par leur intensité ou parce qu'elles forment une nouvelle totalité ou encore plus grande. Et elles se dissocient parce qu'elles butent sur quelque chose de tout à fait différent qui s'organise autrement. Donc, par exemple, ces quadrilatères-là sont assez proches de forme et leur intensité les oppose aux deux autres qui sont à côté, qui ont une autre proximité. Ça c'est un bleu, ça c'est un bleu. Ça c'est un rouge très faible, ça c'est un rouge. Et il y a une continuité avec ceux qui sont à côté, qui sont à peu près de même format, bien que les contrastes ou les affinités soient d'une autre nature. Et de même avec ceci. Et ceci aussi peut s'associer en formant une forme qui a une direction, alors que les éléments constitutifs en ont une autre. Je veux dire que ce genre de peinture, c'est une combinatoire qui fonctionne par association et dissociation. Association de choses, de figures en fonction de certains paramètres et dissociation en fonction d'autres. Je vous en montre d'autres, par exemple. Ceci par rapport à ceci, bien que les dimensions soient différentes, ceci et ceci à l'intérieur de cet élément-là à l'intérieur de cet élément-là, le tout à l'intérieur d'une forme carrée qui constitue un équilibre, alors que les autres formes ont des mouvements, des directions. Voilà le jeu auquel je joue,
C'est une combinatoire contraignante, dit Guiraud. Pourquoi? Parce que dès le moment où quelqu'un a accepté de se laisser entraîner par ses réflexes perceptifs à regarder ce spectacle n'en finit pas de se renouveler, c'est-à-dire de changer, et le spectateur ou l'amateur se trouve pris alors dans un temps dont la particularité est sa permutation.